Salut! Bon, alors voilà, là je fais une vidéo qui est plutôt sur un thème que beaucoup n'oseraient peut-être pas faire. C'est une vidéo pour expliquer en fait, euh, pour expliquer enfin, pourquoi on voit plus trop de vidéos quand je fais du sport. Et aussi pour expliquer, pour ceux qui ne connaissent pas les symptômes, les premiers signes d'une déprime. En ce moment, je suis véritablement euh, tombée dans une déprime. Alors, donc c'est pas évident pour plusieurs choses. C'est que, bon, le regard des gens, euh, le fait que vous vous retrouvez seul, le fait de ne pas être compris, le fait que il y a des choses que vous n'arrivez pas à faire et pourtant l'entourage, même s'il sait que vous n'allez pas bien, ça peut être des amis, des gens que vous croisez, enfin tout ça à qui vous parlez, ça peut être n'importe qui, personne va forcément vous croire. Du coup, il y a ça et il y a aussi le fait que dans ma vie en général, là en ce moment, tout tourne au ralenti. Disons que moi je suis figée, je suis sur place, je fais du sur place et en fait le monde autour de moi tourne, défile très très vite, très rapidement, alors que moi je suis au ralenti. Pour l'instant, je ne suis pas encore totalement engloutie. Je suis dans la déprime. Justement, j'évite de rester inactif et j'évite de rester à me morfondre, tout ça. D'où le fait que je fais cette vidéo déjà parce que ça m'aide, ça m'oblige déjà à m'organiser, tout ça, parce que c'est ça aussi, hein, quand on est en déprime ou dépression, ce qui aide, c'est avoir des routines, des choses à faire, des choses qui nous occupent l'esprit, il faut en fait s'occuper, il faut faire des choses qui nous plaisent, il faut pas, comment dire, faut pas rester renfermé sur soi-même, à se dire ça va pas, je vais pas bien, je vais pas bien. Un peu comme la spondylarthrite, hein, de toute façon, hein, ça va de pair, hein. Les personnes qui souffrent de maladies en général ont forcément un moment de déprime, voire de dépression. Elle peut être légère comme elle peut être sévère. On peut passer par la case hospitalisation. Du coup, disons que moi, je peux en parler, je sais que ça ne va pas. Donc je sais que là, ce que je suis en train de faire, c'est bien. Ça m'oblige à faire attention, ça m'oblige à me coiffer, à me maquiller, par exemple, parce que la déprime ou la dépression, on se laisse aller. On se laisse aller en fait, parce que on est tellement meurtri à l'intérieur de soi, on est tellement mal que en fait tout s'écroule à l'intérieur de nous et on a l'impression que tout s'écroule aussi extérieurement. Alors qu'en fin de compte, le monde extérieur va bien. Enfin, je veux dire, je dis pas que le monde va bien, que tout va bien, mais disons qu'on a notre regard qui change sur ce qui nous entoure. C'est pour ça que je fais cette vidéo. C'est pour moi, mais aussi encore une fois pour ceux qui le vivent, qui sont en plein dedans. Euh, du coup, la personne la mieux placée pour comprendre quelqu'un qui est déprimé ou qui est en dépression, c'est forcément quelqu'un qui l'a vécu ou qui est en train de le vivre. Et là, je suis en train de le vivre. Là, vous me voyez, voilà, j'ai fait mes petites nattes, je suis maquillée. Vous allez vous dire, elle n'est pas en déprime du tout. Attends, j'ai déjà fait, voilà, ça ressemble pas à ça. Je suis d'accord avec vous, c'est vrai, mais je me voyais pas faire la vidéo.
avec mon chignon, les cheveux tout dégueulasses, et puis ben en pyjama, hein? Je pense que ça vous parle, hein. Les tenues en pyjama toute la journée, en train de vous morfondre, en train de penser à ce que vous ressentez, à faire du surplace à l'intérieur de vous, de comment on dit, alors déjà, il y a beaucoup de euh, ah mince, bah voilà. Déjà, j'ai des trous noirs, j'ai des pertes de mémoire. Ça, c'est lié, c'est parce qu'il y a la fatigue, la déprime ou la dépression. Vous avez de la fatigue. La pros- proscrination. Oh, je sais plus. En gros, toujours tout remettre au lendemain. C'est quelque chose aussi qui est très, très, très présent dans la déprime et la dépression. De dire, c'est pas grave, je le fais pas aujourd'hui, je le ferai plus tard. Oh non, bah, je le ferai tel jour. Puis en fait, il y a tout qui s'accumule. Vous vous sentez mal à l'intérieur de vous et chez vous. Bah, c'est connu, hein, quand ça ne va pas là, ça se voit à l'extérieur. Déjà, ça se voit sur vous et à l'extérieur. Quelqu'un qui est en déprime ou en dépression n'a plus envie de faire quoi que ce soit. Même les choses qui lui plaisent, bah, il n'y arrive pas parce qu'il n'a pas envie. Là, c'est demander des efforts. En fait, ça devient un effort. C'est comme avoir des pieds de plomb. C'est, on se décourage tout seul, en fait. À l'intérieur de nous, il y a notre petite voix qui nous dit oh non, t'es fatigué. Oh non, fais pas ça. Franchement, c'est crevant. Tu vas perdre du temps. Fais plutôt autre chose. Ouais, fais autre chose de plus plaisant. Mais le problème, c'est qu'à partir du moment où vous réfléchissez à qu'est-ce que vous allez faire pour dire d'éviter les corvées, les trucs pas très cool, bah, en fait, vous restez assis, vous restez sur place, hein, en pyjama, sur le canapé. Hein. Moi, c'est le canapé, hein, mon lieu de prédilection. Hein. Ou alors, je vais marcher, mais c'est pareil. En fait, quand je vais marcher, je me rends compte aussi que là, ça va pas, parce que je le fais, mais en fait, j'écoute de la musique hein, pour essayer de m'évader avec la musique, puis pas entendre la pollution sonore. Mais c'est aussi, c'est bien quand on va bien, mais c'est aussi pour moi me mettre des musiques dans la tête qui sont cool, parce qu'il y a des chanteurs que j'aime bien et qui ont des paroles positives ou une mélodie agréable et tout, donc ça fait du bien en fait de l'entendre. Mais là, dernièrement, j'allais marcher et en fait, j'avais l'impression, euh, bah, je marchais, mais je regardais même pas le paysage, quoi. D'habitude, je regarde toujours la nature. Enfin, je veux dire, je regarde s'il y a des baies sauvages, s'il y a du hou, si les feuilles mortes, les belles feuilles mortes, les belles couleurs. J'ai tendance à regarder les oiseaux, si c'est un corbeau, si c'est une pie, si c'est un merle, tout ça. J'écoute le chant des oiseaux quand j'enlève mon casque à certains moments. Je peux regarder le ciel, je peux admirer le coucher de soleil ou je sais pas, moi, ça peut être tellement de choses. La lune quand elle est présente aussi. Et en fait, là, je me suis rendu compte que bah, je marchais, j'avais le casque sur les oreilles. Et en fait, ben, j'avais la tête baissée, où je marchais droit devant moi, mais je pensais à mon mal-être. Donc, en gros, j'étais dehors, en train de marcher, mais c'était un fantôme, quoi. J'étais devenue un fantôme. En fait, je marchais, mais sans réfléchir à ce que je faisais. Je faisais bêtement le même circuit que je faisais, mais tout ce que je faisais, c'était une activité physique. Bon, déjà, c'est très bien, il faut sortir. Ça, c'est sûr, il faut sortir. Mais c'est là où je me rends compte que ça va pas parce que du coup, je marche, mais je profite même pas du moment. Je suis pas dans le moment présent. Je suis dans mon mal-être. Je pense à des choses qui me font peur, des craintes pour le futur, des craintes de ce que je vais devenir, des craintes sur ce qui risque de m'arriver. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui font en fait que oui, effectivement, marcher, c'est bien, mais il faut le faire intelligemment. Donc du coup, j'ai envie de dire que
il faut le faire, mais il faut se ressaisir en fait à certains moments, de se dire oh là là, attention, là tu te rends compte, tu es en train de marcher, les yeux dans le vague, tu profites pas de l'endroit. Donc je suis obligée de me faire appel à moi-même, de me raisonner moi-même en disant attention, tu es en train de marcher, donc regarde autour de toi, tout ça, parce que là tu viens de faire, je sais pas moi, genre 200 mètres, mais tu les as même pas vus. Hein, j'ai marché, mais je m'en rappelais même pas que j'étais passée à côté de tel arbre que j'ai l'habitude de voir, que je regarde et tout ça. Enfin, je me rends compte que je pourrais faire toute ma marche, habituellement, tout mon circuit, sans me rappeler d'être passée par les chemins, quoi, par exemple. Je vais arriver à un point A, un point B. Point. Ce qui va se passer entre-temps, c'est du vent, parce que j'aurais rien profité, j'aurais perdu du temps. Donc oui, il faut marcher, mais voilà, faut vraiment bien faire attention. Faut pas marcher et ruminer. Faut marcher parce qu'on veut marcher et on sait que c'est pour profiter. Il faut regarder autour de soi, dire bonjour aux gens, regarder la nature qui nous entoure, enfin essayer de tirer les bienfaits de la marche, quoi. Voilà, ou en faire une activité sportive. C'est-à-dire, dans ces cas-là, si vous avez envie de ne pas réfléchir, fixez-vous un but, c'est-à-dire si vous faites de la marche nordique par exemple, ou de la marche rapide, mettez un chrono, comme ça vous oblige à regarder le temps, vous êtes concentré sur vos mouvements, tout ça, parce qu'il y a ça aussi, c'est qu'on n'a pas envie de faire de sport. Ça, c'est horrible. C'est pour ça que je ne fais plus de vidéos. Alors, j'étais bien partie. Je fais attention à mon micro. C'est pour ça que vous me voyez un peu les bras écartés. Et j'étais bien partie. Je faisais vraiment des vidéos qui me plaisaient. Ça me plaisait, en fait. Ça me donnait envie d'aller vraiment au plus loin de mes efforts, de bien transpirer, de bien, enfin voilà, de me remettre dans le yoga qui est super agréable, qui est super positif, d'être zen et tout, de se sentir bien à la fin, prendre sa douche et de se sentir légère et satisfaite, contente de soi, fière de soi. Et là, en fait, j'y arrive pas. Parce que à cause de ce même problème, c'est-à-dire que vous vous rendez même pas compte, votre mental, il va bifurquer automatiquement sur des choses négatives. Voilà. Sur des choses négatives ou sur des trucs qui datent il y a longtemps. Genre, je vais me mettre à penser à mon enfance ou à des moments clés de mon enfance. Je vais avoir tendance à être très nostalgique. Je vais avoir tendance, en fait, à tout noircir. Qu'elle me manque, la mer, la plage, les falaises du Cap Blanc-Nez, tout ça me manque. Donc, en fait, je vais nourrir mon mal-être. Voilà. J'en ai conscience parce que je suis déjà passée par là. J'ai déjà vu une psy. Euh, Elle m'avait déjà expliqué comment faire en fait pour en sortir. Donc ça n'a pas été évident, mais effectivement oui, ça porte ses fruits quand on suit les conseils. Donc aujourd'hui non, je ne vais pas avoir de psy parce que je sais déjà ce qu'il faut faire. La psy va tout simplement me répéter ce qu'il faut que je fasse, comme d'habitude, quoi, en fait. Les psys, leur rôle, c'est de vous dire, je vais être là, je vais être une béquille, une épaule, dites-moi tout ce qui va pas, et quand vous ne pouvez pas parler à qui que ce soit déjà, que vous gardez votre mal-être pour vous. Et surtout, elle va vous donner des outils pour pouvoir en sortir. Donc les outils, ça va être la plupart du temps ça va être, oui, se donner 1 heure pour se lever le matin, donc le moins tard possible, hein, pas non plus 6-7 heures, mais très souvent les psychologues ou psychiatres conseillent de se lever entre 8 et 9 heures, hein, parce que quand on est en déprime ou dépression, euh, en fait, on se lève très très tard parce qu'on est très fatigué et aussi qu'on n'a pas envie de sortir du lit parce qu'on sait que la journée va recommencer et on sait déjà qu'on va repasser une journée à tourner en rond, à être assis, à être figé, à regarder dans le vide, à penser à des choses pas forcément agréables. Et vu que votre situation, si vous êtes en déprime et tout ça, c'est que votre situation n'est pas forcément convenable. Donc du coup, vous allez avoir votre situation sous les yeux qui vous montre que ça ne va pas, que la situation n'est pas encore arrangée. Mais en plus de ça, vous allez être en plus assis, à pas bouger et
donc inactif, et à vous remettre à penser à des choses négatives en plus de votre situation qui n'est pas positive. Voilà, ça c'est ce qui est en train de m'arriver. Donc du coup, c'est pour cela que en ce moment, j'ai pas de vidéo de moi qui fait le sport. Donc ouais, je suis dégoûtée. Mais bon, voilà, j'en ai conscience. J'en ai conscience. Euh, En fait, c'est nous-mêmes hein, qui pouvons nous sortir de ça. Hein. Malheureusement, les gens autour qui auraient tendance à vous donner un coup de pied au cul en disant allez, allez, vas-y, bouge, fais quelque chose, reste pas comme ci et comme ça. Ben, en fait, non, c'est pas la chose à faire. Hein, je l'ai déjà vécu. Forcément, non, au contraire, on a besoin dans ces moments-là déjà d'un peu, j'ai envie de dire, comme penser ses blessures déjà. Hein. Il nous faut un temps pour réaliser qu'on va mal. Une fois qu'on sait ce qu'il faut faire, il faut ensuite réussir à les mettre en place. Donc là, par exemple, moi, je m'oblige à sortir aller marcher, même si c'est pas encore toujours des réussites, parce que je me rends compte que des fois je suis les yeux dans le vide et je profite pas de l'instant. Mais à d'autres moments, oui. J'en parle autour de moi, j'en parle à mes enfants, parce que bon, surtout mon fils, parce que bon, il le voit, hein, il vit avec moi, donc forcément il voit que sa maman, ça ne va pas, que bah, la télé elle reste noire, qu'il n'y a pas d'encens, parce que d'habitude, bah, moi le matin, quand je me lève, je mets de la musique zen à la télé, je me brûle un bâton d'encens, je bois mon thé, mon café, voilà quoi. Enfin, puis je me mets à dessiner ou autre chose. Hein. Par exemple, je vais m'occuper de l'appartement. Et puis je vais d'habitude penser à qu'est-ce que je vais faire l'après-midi, est-ce qu'il y a des papiers à faire, est-ce qu'il y a des courses à faire, est-ce que je peux aller faire une randonnée, est-ce que je vais sortir plutôt ailleurs pour voir du monde, pour parler, enfin voilà quoi. Et là, là je suis plutôt sur le canapé, la télé éteinte, plus d'ambiance dans l'appartement. Donc automatiquement, même mes doubles rideaux, ils restent très souvent fermés, alors que d'habitude je les ouvre pour laisser rentrer la lumière du soleil ou la lumière tout court. Et là, ils restent fermés. Donc forcément, oui, c'est triste. C'est une ambiance plutôt triste, lugubre un peu froide. Donc, du coup, oui, j'en ai parlé à mon fils, j'en ai parlé aussi à ma fille. Mais vous savez aussi que des fois, en parler aux gens, c'est bien, mais des fois, vous pouvez éventuellement tomber sur des personnes à qui vous vous confiez ou des gens à qui vous expliquez que ça ne va pas, mais qui ne vont pas comprendre si vous êtes quelqu'un qui va pas bien, parce que souvent, bon, les gens n'aiment pas voir des gens qui vont mal parce que bah, eux, ils n'ont pas envie de ça, eux, ils ont envie de rire, ils ont envie de s'amuser. Et vous, vous êtes là, vous dites que vous n'êtes pas bien, donc du coup, bah, la plupart du temps, les gens, ils vous fuient. C'est oh non, 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 elle va me refiler ces mauvaises ondes. Donc, pouf, ils prennent le large, quoi. Donc, ce qui est humain, hein, attention, ça, c'est totalement normal. Hein. Moi, par exemple, si je vais mal, je vais pas avoir envie de m'entourer de gens qui vont mal. Hein. Je vais avoir plutôt envie d'aller, par exemple, dans des endroits où les gens rient, les gens sont heureux, les gens, voilà, sont contents. Comme, qu'est-ce que j'ai fait? À plusieurs reprises, j'allais dans les centres commerciaux. Donc oui, je prenais le bus parce que j'ai plus de voiture. Donc je prenais le bus et c'était uniquement, vu que c'est le moment des fêtes, c'était pour aller dans les centres commerciaux, regarder les lumières qui clignotent, l'ambiance de fête de fin d'année. Les gens, ils sont contents, ils sont heureux, ils sont avec leurs enfants, ils sont en train de faire leurs achats de Noël, tout ça. Enfin, c'est une ambiance agréable. Vous avez des musiques avec des petites clochettes et tout ça. Enfin, voilà, ça c'est super agréable et ça j'aime bien en fait. Donc je vais volontairement dans des endroits pour m'imprégner en fait de ces bonnes ondes. Donc oui, c'est sûr et certain que si je vois quelqu'un à côté de moi qui va mal,
bah déjà, je vais pas le repousser, hein, parce que je suis pas comme ça. Mais je vais l'écouter, mais en sachant que moi, ça va me faire du mal aussi, parce que ça va me faire replonger dans mon mal encore plus. Mais sinon, je sais que bah, au pire, je vais me mettre un bouclier, parce que faudra écouter la personne, mais mettez-vous un bouclier. Genre, bon, bah, je vais l'écouter parce qu'elle a besoin de parler. Je vais pas lui dire que je vais pas bien, du coup, ça sert à rien, sinon elle va culpabiliser, elle va se sentir encore plus mal. Donc, bah, dans ces cas-là, ce que vous faites, c'est que, hop, allez, bouclier, laisse-la parler, écoute-la, et faut pas que ça t'atteigne. Donc voilà. Dans mon cas, c'est très difficile, parce que je suis assez empathique, donc c'est dur. Du coup, ce que je peux faire, c'est de bien m'entourer, déjà. Mais je vois pas beaucoup de monde en fait, étant donné que j'ai plus personne autour de moi, hein, du côté de ma famille. J'ai mes enfants, mais ma fille, là pour l'instant, elle est enceinte du deuxième enfant, donc mon petit-fils. Et elle a ma petite fille à s'occuper, quoi. Donc, je sais que là, en ce moment, c'est difficile pour elle. Donc, je suis là pour elle si besoin, mais elle le sait que moi, ça va pas. Je lui en ai parlé, que je suis en train d'essayer d'aller de l'avant et de pas me laisser engloutir. Et mon fils, bon, bah, il est là, il n'hésite pas à me dire si tu as besoin de ci, si tu as besoin de ça, dis-le moi, je peux t'aider ci, je peux t'aider ça, enfin voilà. Et mais du coup, vu que ma situation qui, je pense, a déclenché ma déprime, c'est le fait de ne pas avoir ma vie qui bouge là. Là, en fait, je fais du surplace, mais vraiment, en fait, je ne fais pas que du surplace dû à ma déprime, je fais du surplace au niveau de ma situation. J'ai fait des demandes, j'attends des retours, des demandes qui peuvent changer ma vie. Parce qu'il ne faut pas oublier que j'ai une pathologie, j'ai un handicap, je suis en retraite anticipée pour invalidité. Donc en fait, je sais que j'ai le droit de travailler, mais je ne sais pas, comment dire, le temps. Vous ne pouvez plus avoir à temps plein en fait. Je ne sais pas si c'est à 50% que j'ai le droit, mais en même temps, étant donné que je n'ai pas de véhicule, j'attends de voir si je peux avoir des aides par rapport à ça. Parce que j'ai une retraite de misère, hein, à mon âge en plus, c'est pas commun. Je n'ai aucune aide, hein, ça il faut le savoir. Je n'ai rien. Un petit peu d'APL sur un gros loyer avec des charges. Donc je compte déménager, partir d'ici parce que ça ne m'aide pas dans ma situation financière. Déjà parce que je suis au dernier étage, donc physiquement par rapport à ma pathologie, même si c'est un appartement exposé plein sud, très lumineux, chose que j'adore, ben, je vais devoir faire une croix dessus parce que je ne peux pas par rapport à ma pathologie. Et financièrement, ben, c'est du coup trop cher pour moi. Parce que là, du coup, tout part. Peu de retraite que j'ai, tout part dans tout. Bah, vous savez, hein, l'EDF, l'électricité, l'assurance, Internet, les téléphones, les mutuelles, j'en passe, plus des crédits que j'avais déjà avant mon divorce, plus d'autres que j'ai fait entre-temps parce que ben, j'avais pas encore l'argent de mon divorce et j'avais besoin d'argent pendant que j'étais en foyer. Donc forcément, eux, ils vous prennent de l'argent pour le mettre de côté, mais vous, en attendant, ils vous disent sortez, restez pas enfermés chez vous. Ouais, bah, sauf qu'ils me laissaient pas grand-chose. À l'époque, j'avais une voiture, j'avais quand même de l'essence à mettre dedans. J'étais quelqu'un qui avait besoin de marcher et il fallait que je me nourrisse, que je me rhabille et que je sorte avec le peu d'argent qu'ils me laissaient. Et quand je réclamais d'avoir plus, ils me disaient non, 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 c'est largement suffisant pour vous. Bah oui, mais sauf que non, en fait, c'est-à-dire que si moi je suis seule et que j'ai pas d'amis pour sortir pendant que je suis au foyer, je vais aller dans des endroits où il y a du monde. Donc non, je vais pas dans les boîtes de nuit. C'était à Calais Nord. J'allais plutôt dans un restaurant, une brasserie. Bah le peu d'argent que j'avais pas assez. Donc j'avais ma carte bleue qui qui était là en train de me faire de l'œil en disant t'as une réserve d'argent, utilise-le. Alors quand vous n'êtes pas bien, bah qu'est-ce que vous faites? Je pars, vous l'utilisez. Voilà, donc oui, il y a eu d'autres microcrédits qui ont été faits à côté, qui ne m'ont pas aidé.
voilà, donc j'étais dans une très mauvaise situation déjà pendant que j'étais au foyer, euh, qui s'est aggravée à mon passage officiel en retraite anticipée pour invalidité, parce que bah, du coup, le demi-salaire que l'hôpital me versait, bah, d'un seul coup, pouf, ça s'est arrêté, je me suis retrouvée en retraite, j'avais plus de prime d'activité, paf, j'avais juste la retraite, c'est tout. Et là, je n'ai pas le droit au RSA parce que je dépasse légèrement le barème, ce qui est à comble. Donc là, j'attends. J'ai fait une demande pour voir si je peux avoir d'autres aides financières parce que ma situation n'est pas possible. Ça ne peut pas rester comme ça. Je dois déménager, j'attends de voir si j'ai des aides. Et pour trouver du travail, c'est pareil. Il faut que dans ces cas-là, j'ai des associations ou des endroits en fait qui puissent m'aider par rapport à ma pathologie, pour peut-être faire une reconversion, quelque chose, pour trouver du travail, mais qui soit compatible avec mes douleurs, avec ma pathologie. Ça, faut pas l'oublier. Je suis quelqu'un qui n'a pas peur de retrousser ses manches, je suis quelqu'un qui aime bien travailler, mais à la base, si on me met dans un endroit que je vais aimer le boulot, par exemple, bah, malheureusement, comme ASH, hein, parce que l'hôpital, on parle toujours des aides-soignantes, infirmières, le corps médical, mais on parle jamais des ASH. Donc moi j'étais ASH la plupart du temps avant d'être secrétaire, hein. Secrétaire, c'est l'hôpital qui m'a mis en tant que secrétaire, parce qu'eux ils se sont dit maladie rhumatismale, hop, faut plus qu'elle bouge. Bah non, en fait ça a été l'erreur qu'il fallait pas faire. Il fallait me laisser dans le ménage, mais juste me laisser pouvoir m'asseoir de temps en temps si j'avais mal à mes talons. Parce que mes pieds en fait ont été touchés par rapport à la pathologie, j'avais pas de traitement encore à l'époque et tout, donc j'avais du mal à rester debout. Et en fait, non, ils ont tout fait l'effet inverse. Ils m'ont mis entre quatre murs et je bougeais plus. Et en fait, ma maladie est grimpée en flèche. Donc, moi, je voulais repartir dans les services de soins pour faire à nouveau ASH. Donc, ASH, c'est ceux qui désinfectent les chambres, les blocs opératoires, tout ça. Ceux qui font l'entretien des bureaux, des salles infirmières, qui font les sorties. Quand vous sortez d'une chambre, d'une hospitalisation, c'est eux. Des fois, ils répondent aux sonnettes, ils viennent vous voir. Enfin, voilà, quoi. C'est ça, et sachez, en fait, ce métier-là, moi, je l'adore. Je l'adore parce que je voyais des gens, je me sentais en mouvement, les gens passaient, allaient, venaient, je pouvais parler, faire connaissance avec des familles, et tout ça. Enfin, c'était génial, en fait. Je me sentais pas seule, je me sentais entourée, je m'épanouissais, j'aimais ce travail. Voilà, et c'est ce que j'aurais voulu continuer de faire. Et malheureusement, c'est ce que l'hôpital m'a refusé. Et je me suis retrouvée de force en, en- en retraite anticipée pour invalidité. Ils n'ont pas su m'entendre, ils n'ont pas su écouter ma détresse et ma demande en fait. Donc voilà. Du coup, bah, je suis un peu punie, on va dire, de par ma pathologie. Et aujourd'hui, le fait qu'ils me mettent en retraite anticipée pour invalidité à mon âge, j'ai pas beaucoup cotisé, donc j'ai une retraite de misère. Et bah en fait, ils ont foutu ma vie en l'air, quoi. Parce que je n'ai plus les moyens d'avoir une voiture. Même si demain on me donne une voiture, je n'ai même pas l'argent pour payer l'essence, ni l'assurance, ni les éventuelles réparations dessus, ou changer les pneus, ou les plaquettes de frein, ou quoi. Je n'ai pas les moyens. Automatiquement, ça part dans un découvert. J'ai déjà fait les comptes avec ma fille. Là, non, c'est à la fin, il n'y a plus rien. À la limite, ça entame même déjà mon découvert. Donc, c'est mon fils qui a son allocation adulte handicapé, oui. C'est lui qui est obligé de prendre de son argent pour qu'on puisse s'acheter à manger, pour que l'on puisse bah, se faire plaisir si on a envie de se faire plaisir, pour payer le bus pour moi, parce que lui, il a moins de 25 ans, donc il a le tarif en dessous de 25 ans, donc genre, moi, un bus pour l'année, c'est 250 € si c'est pas plus. Lui, c'est 50 €. Moi, j'ai pas 250 € à payer pour un abonnement bus à l'année. Par mois, c'est pareil, c'est 28 €. J'ai pas les 28 € par mois. Je préfère payer le bus le temps que je le prenne, en sachant que je suis plus gagnante parce que je vais pas prendre 28 € de bus par mois. Je suis en dessous, largement en dessous. Le TER, c'est pareil. Lui, s'il prend un abonnement, bah non, d'ailleurs, c'est pris dans son abonnement le TER. Le TER, lui, oui, c'est pris entre les bus et le TER, tant qu'on reste dans l'agglomération, tout ce qui est Lensoise, Hénin-Beaumont, tout ça, enfin voilà, on peut prendre le bus et le TER avec la carte passe-passe.
Et bah, moi, en fait, non. Moi, je dois tout payer. Je fais partie de ceux qui, pardon, de ceux qui sont tout publics, donc je paye tout. Donc je dois payer aussi le TER. Et ça, c'est pareil, je ne peux pas me le permettre. Donc c'est lui qui me paye le train, c'est lui qui me paye le bus. Euh, c'est pas normal. Déjà, c'est pas normal. Pourquoi on me met dans cette situation-là alors que j'ai rien fait de mal? J'ai rien demandé à personne et on me met dans une position de misère. Je ne peux même plus aller en vacances, même un petit week-end, c'est même pas possible. Je suis obligée de rester cloîtrée chez moi, à subir ma situation en fait. C'est injuste, c'est totalement injuste. Là, pour le coup, je trouve que l'hôpital de Calais sont responsables de ma situation. Parce que je ne leur ai pas demandé déjà de me mettre dans les bureaux, c'est eux qui l'ont fait d'eux-mêmes. Et en plus de ça, au moment où j'étais en arrêt maladie, parce que ça n'allait plus, je pouvais plus rester dans les bureaux, parce que non seulement j'avais les supérieurs sur le dos qui m'en mettaient plein la tête, et en plus de ça, j'avais ma pathologie qui montait en flèche, vu que je restais inactive toute la semaine, des horaires de bureau toute la journée, assise. Enfin voilà, eux, au lieu d'entendre ma détresse et de dire non, mais remettez-moi dans les services de soins, enfin voilà, il faut juste adapter mon poste. Ah bah non, eux, ça leur a pas plu, hein. Mais alors pas du tout. Eux, ils ont pris ça comme, je sais pas, comme si je leur avais chié dans les bottes, comme on dit vulgairement. Alors que pas du tout. C'était surtout que ben, je sentais qu'il fallait que je bouge. Donc il fallait que je garde mon statut, mon travail, mon statut de fonctionnaire pour continuer à pouvoir avoir une vie normale. Mais voilà, il suffisait, il n'y avait pas grand-chose à faire. Je connaissais ma pathologie, je savais, je suis quelqu'un qui bosse à la base, je n'ai pas peur. Je savais déjà ce qu'il fallait que je demande et juste qu'ils m'accordent. Et en étant travailleur handicapé, je savais que j'avais des droits. Mais là, non, ils n'ont pas voulu. Donc du coup, c'est aussi un peu pour ça que je suis dans cette situation. Euh, c'est c'est un peu, en gros, que je suis en déprime, quoi. C'est aussi parce que je me rends compte de ma situation, de tout ce que j'ai perdu et de tout ce que je ne récupérerai pas. Ça fait très mal au cœur de voir les gens autour de vous faire ce qu'ils veulent, partir en voiture quand ils veulent. Vous, vous l'aviez vécu, vous aviez vécu les vacances, vous aviez votre voiture, tout ça. Vous pouviez vous permettre de vous faire plaisir sans avoir peur. Ben moi non. Moi, je ne peux pas. Automatiquement, je suis bloquée. Je peux pas aller en vacances ni rien. Je peux pas prendre ma voiture quand je le veux parce que j'en ai plus et j'ai même plus les moyens d'en avoir une. Donc mon futur m'inquiète. Mon futur me fait peur. Je me dis, c'est mal barré. Donc là, je me demande ben, comment je vais faire en fait par la suite pour m'en sortir en fait. Comment faire pour que mon fils puisse garder son allocation pour lui parce que il doit intégrer un dispositif qui va lui permettre de trouver sa voie, ce qu'il veut faire plus tard, parce qu'il est autiste Asperger, et donc de savoir dans quel milieu il se sent à l'aise, dans quel travail il peut se projeter, parce qu'il ne le sait pas, et le dispositif sera là pour l'aider, pour lui dire, bah, écoute, on va te faire faire déjà des questionnaires, voir un peu, sonder un peu ce que tu aimes et tout. Ensuite, ils vont lui faire faire quelques stages, quelques formations et tout ça. Et ensuite, bah, déjà, il sera en internat la semaine. Et donc, à partir du moment qu'il a cet argent, c'est pour lui, moi, pour moi en tant que maman, c'est pour lui économiser pour pouvoir plus tard, quand il aura son logement à lui, ben, pouvoir acheter ses meubles, s'il arrive à passer le permis, ou s'acheter un véhicule, mais ça peut être autre chose, ça peut être, je sais pas, moi, ça peut être même un scooter, ou peu importe, enfin, il a besoin de cet argent pour son futur. C'est pas normal que ce soit lui qui me nourrisse, quoi. Enfin, voilà. Je trouve cette situation assez injuste, donc je suis mélangée entre de la tristesse et de la culpabilité, plus de la peur. Voilà pourquoi je suis dans cette déprime. Je ne regrette pas avoir divorcé, hein, c'est pas... Non, non, c'est pas ça. C'est sûr que si j'aurais pas divorcé, je serais pas ici. Je serais encore dans ma maison.
j'aurai encore, voilà, j'aurai encore les voitures, tout ça. Le travail, je ne sais pas. Grande question, est-ce que j'aurai encore mon travail? Je ne sais pas. Parce que j'ai un doute, est-ce que c'est l'hôpital qui a voulu ne pas me garder par rapport à ma pathologie? Est-ce qu'ils ont fait une erreur quelque part? Je ne sais pas, j'en doute. Donc, enfin, c'est pas très clair déjà pourquoi je suis en retraite anticipée, alors que les experts que j'ai vus eux-mêmes me disaient que j'étais apte à travailler, qu'ils comprenaient pas qu'on voulait me mettre en retraite anticipée. Donc, et c'est un expert qui m'a montré mon dossier de retraite rempli au stylo. Il était déjà prêt, ils attendaient juste à trouver un expert qui tamponne. Donc je tairai le nom de l'expert qui m'a dévoilé le pot rose. Mais oui, il y a un expert qui m'a montré que c'était déjà prévu, quoi. Le fait que je vois un expert sur tous les 6 mois, j'envoyais un en fait. À chaque fois, tous les 6 mois, l'hôpital m'envoyait voir un expert. Et puis à la fin, j'ai vu le dernier expert. J'ai cru que c'était encore une expertise. Et en fait, il me dit bon bah je vais vous dire votre taux d'invalidité, hein. Et là, j'ai pas compris. Je le regarde. Je lui dis mon taux d'invalidité. Et il me regarde. Il fait bah quoi, vous êtes pas au courant? Et je lui dis bah non, je suis pas au courant. Et il me dit bah en fait là le rendez-vous c'est pour votre retraite, tout ça. Mais j'étais même pas au courant. Donc en fait tout a été fait en loose day. Tout a été fait en cachette, donc je trouve ça assez moche. Franchement, c'est écœurant. C'est limite on m'a mis à la porte en fait. J'ai même pas eu mon mot à dire, j'ai même pas pu essayer de partir la tête haute, qu'ils me donnent au moins les arguments en face, qu'ils me disent ouvertement on ne peut pas parce que ceci, parce que cela. Non, ils ont rien dit. Ils m'ont imposé un départ en retraite anticipée en me cachant tout en fait. Et donc je n'ai pas eu mon mot à dire. Donc j'aurais pu les traîner en justice. J'aurais aimé avoir un avocat et les traîner en justice parce que pour moi là c'est de la discrimination. Mais je n'avais pas les moyens et je ne les ai toujours pas. Le peu d'argent que j'ai eu, parce que oui, les gens autour de moi, ah mais attends, elle a eu de l'argent du divorce. Quoi ça va pas financièrement? Bah oui, mais le peu d'argent de mon divorce, parce que attention, la maison, j'ai pas eu la moitié dessus, hein, j'ai juste eu ma soulte, hein, donc c'est une petite part que j'ai eue sur les années où j'étais dans cette maison. Et avec ça, j'ai dû payer une avocate que j'avais payé cher, j'avais payé 2 300 euros. Je devais payer les frais de notaire. J'ai dû payer aussi une personne qui avait une fourgonnette pour faire le trajet de Calais jusqu'à Liévin pour pouvoir me faire faire un déménagement pour mes affaires personnelles parce que moi dans ma voiture ça ne rentrait pas. Ensuite il a dû revenir une seconde fois pour quand j'avais mon appartement donc il fallait le payer aussi. Ce que je veux dire c'est qu'à côté vous avez plein de frais. Et je n'ai pas encore tous les meubles. Je n'ai même pas les meubles autour de moi que j'ai besoin. Il me manque encore des meubles pour une salle à manger. J'ai que des petits meubles que j'ai trouvés à Emmaüs. Et dans ma chambre, je n'ai même pas d'armoire. Je n'ai que un buffet que j'ai acheté dans un magasin, pareil, de quincaillerie. Un petit meuble, une commode. Je n'ai que ça et un truc en toile où on met les vêtements et que c'était un homme que j'ai fréquenté qui me l'a donné pour dire que je puisse ranger mes affaires, pas les laisser dans des cartons. Je n'ai même pas pu finir enfin, m'acheter du mobilier. La dernière fois, à mon anniversaire, quand je l'avais organisé, j'ai demandé aux gens qui m'offrent de l'électroménager. Crêpière, couteau électrique, parce qu'avec ma spondylarthrite, couper de la viande, c'est douloureux, c'est difficile. Enfin, j'ai demandé des trucs de genre, enfin voilà quoi. Alors que normalement, un anniversaire, on n'a qu'une envie, c'est d'avoir une surprise et qu'on nous fasse plaisir. Mais non, j'ai demandé des trucs utiles parce que je n'ai même pas d'électroménager. J'ai pas de sèche-linge, j'ai que un lave-linge, j'ai une cuisinière, on appelle ça une cuisinière parce que gazinière c'est avec le gaz, ici on n'a pas le droit au gaz donc c'est une cuisinière.
J'ai dû me racheter mon frigo, j'avais pas de lave-vaisselle et du coup, j'ai eu la chance que ma fille se débarrassait de son, mini lave-vaisselle et qui me l'a, revendu pour une bouchée de pain. J'ai eu de la chance, mais voilà, enfin, je veux dire, faut pas croire, mais ça y est, pour eux, j'ai eu de l'argent, de mon divorce. Bah, en gros, avec ça, je peux m'acheter une voiture, je peux entretenir une voiture, je peux tout racheter. Donc, me racheter une chambre à coucher pour moi, pour mon fils, bureau, mobilier de salle de bain, chambre à coucher, salon, salle à manger, tout. En fait, tout. On peut tout acheter. Pour eux, j'avais fait le décompte, il me restait plus que 16 000 euros. Avec 16 000 euros, vous croyez vraiment que j'aurais pu vraiment tout avoir, une voiture, tout? Non, bah non, pas, bah non. Avec la retraite que j'ai, automatiquement, c'était voué à l'échec. Tout partait, c'était impossible pour moi de mettre de l'argent de côté. Et en plus de ça, à côté, il fallait que je me reconstruise, donc il fallait que je sorte, il fallait que enfin, que je vois du monde et tout ça, parce que ici c'était nouveau pour moi, donc il fallait que je sorte. Et quand vous savez qu'on vous fait comprendre ou que vous entendez que en fait non, il faut, bah, en gros, quand t'as pas de sous et que ça va pas bien. Alors déjà quand tu vas pas bien, ça c'est récurrent, hein, ça revient régulièrement. T'as pas le droit de sourire. Alors déjà avec ma pathologie, je suis quelqu'un à la base qui sourit assez facilement. Et à l'hôpital déjà, je souffrais de ce cliché en fait, c'est que bah, quelqu'un qui a une maladie ne peut pas sourire, c'est pas normal, c'est qu'elle fait de la comédie. Donc j'ai pas le droit de sourire par rapport à ma maladie. Et du fait que je suis pas bien, si j'ai le malheur de faire une vidéo et de montrer que je suis souriante et tout ça, ben automatiquement il y a des retours, des bruits qui circulent comme quoi que bah, les personnes disent bah elle a pas l'air d'aller si mal que ça, elle sourit. Bah oui, mais non, en fait, c'est pas parce que vous êtes pas bien que vous devez. En fait, les gens ils veulent vous voir triste. Ça, c'est récurrent, c'est général, c'est partout que ce soit au travail ou dans votre famille ou chez vos amis, c'est les gens, pour eux, ben, elle a pas de sous, eh ben, c'est tout, qu'elle dépense pas et puis c'est tout. Elle a pas de, enfin, elle est en déprime, elle est en dépression. Eh ben, je suis désolée, mais pourquoi faire? Elle montre qu'elle sourit, qu'elle sort, que tout va bien. Ouais, sortir, enfin, en gros, dans les centres commerciaux, juste pour m'imprégner de la bonne humeur, de l'ambiance, quoi. Parce qu'automatiquement, pour les gens, quand vous allez dans des magasins, c'est vous dépensez forcément. Ok, d'accord. Bah non, en fait, il y en a, ils y vont juste pour se balader, juste pour passer du temps agréable, juste pour admirer les décos, comme je fais moi, quoi. Ou juste pour s'asseoir et regarder les gens autour qui sont heureux, qui sont contents, au lieu de rester chez soi à se morfondre dans le noir. Mais non, apparemment, il faut rester chez soi à se morfondre, faut être triste, puis surtout, faut montrer que vous souffrez, hein, parce que vous avez une pathologie aussi, hein. Donc ça n'aide pas. Ça, c'est vraiment des remarques déplacées. Surtout que c'est des personnes dont la plupart bah, n'ont pas vécu ce que j'ai vécu, n'ont jamais vécu ce que j'ai vécu. Donc, par contre, moi, ces personnes-là, que je connais ou pas, qui m'ont critiqué ou pas, je vais automatiquement, si je les vois mal, vouloir leur donner le sourire et tout ça. Je suis comme ça, c'est en moi. Et mais là, vous le regrettez. Et là, vous repensez à votre psy qui vous disait, apprends à devenir égoïste, apprends à devenir égoïste. Et là, vous y repensez et vous vous dites, bah ouais, bah finalement, ces gens-là, aujourd'hui, bah, que j'apprenne pas qu'ils vont mal, parce que c'est sûr et certain que je vais pas aller les voir, hein, je vais pas aller les soutenir. Je crois que là, aujourd'hui, c'est ça qui fait mal, c'est que quand vous êtes pas bien, vous isolez des gens, mais quelque part, c'est eux qui vous obligent à vous isoler, parce que vous savez qu'ils ne sont pas forcément vrais dans leur démarche. Si t'as besoin, je suis là, ou des trucs de genre, et bah ouais, sauf que quand vous allez mal, il n'y a plus personne. Et pire, pire, c'est que les personnes que à la limite vous avez soutenues ou un jour que vous avez aidé ou dans n'importe quelle façon, soit financièrement ou autre, bah à la limite vous regardent et se moquent de vous en disant bah rien, elle a pas l'air d'aller si mal que ça, elle fait ci, elle fait ça. Oh, t'as voulu m'aider, c'est que tu l'as voulu, moi je t'ai rien demandé.
Voilà quoi, enfin, vous mangez des réflexions soit face à face, ou soit vous les entendez dans le dos, quoi. Ça fait mal, ça fait très très mal, et du coup vous vous dites, bah oui, mais là, ouais, mais non, mais du coup ça ça vous change, vous apprenez, vous tirez des leçons de ça, et vous vous dites, bah dorénavant ce sera plus la même chose. Donc là, oui, je suis dans mon mal-être. Je me bats parce qu'il n'y a que moi qui peux me sortir de ça. Je referai des vidéos de moi en train de faire du sport car je suis très 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 motivée pour sortir de ça. Je sais que j'ai besoin d'avoir des réponses qui sont pour l'instant encore sur le point d'arriver. À tout moment, je peux avoir des réponses à mes demandes. Je sais que ça pourra m'aider, de pouvoir me projeter, de pouvoir savoir où ça en est et qu'est-ce que du coup je dois faire. Que là j'ai rien. Donc c'est pour ça que là je suis en suspens, mais du coup j'essaye de tout faire pour me battre, quoi, pour pas rester dans cette situation de mal-être. Il faut que j'ignore. Il faut que je snobe totalement les gens qui m'entourent parce qu'ils sont pas forcément tous bienveillants. Euh, que je redevienne égoïste. Et bah, surtout que les personnes que je sais qui sont par contre qui ont un bon fond et qui sont vraiment soucieux de mon bien-être, voilà, de m'entourer d'eux, quoi. Euh, voilà, et du coup là je sais que il ne faut surtout pas se laisser abattre, se laisser déjà non plus, ne pas se laisser non plus bouffer par les on-dit et tout ce qui se dit, parce que ça aura tendance à vous faire plonger, comme si on voulait vous maintenir la tête sous l'eau. Bah t'es pas bien, reste pas bien, surtout. Donc je vais continuer à être souriante, parce que je suis comme ça, parce que je n'aime pas montrer que ça ne va pas. J'ai toujours été comme ça. Donc je continuerai à rester souriante, je continuerai à faire les choses que je sens que j'ai besoin de faire si ça me procure du bien-être. Tant pis pour ces gens-là, ils peuvent croire ce qu'ils veulent, je m'en fous. Voilà. Voilà, je ne vais pas changer, je resterai la même. Mais un conseil, hein, si vraiment vous êtes dans la déprime ou la dépression, comptez sur vous et les gens vraiment qui sont là présents, à qui vous pouvez parler. Mais si vous entendez, si vous leur parlez et que vous entendez des retours négatifs, vous savez que c'est que il y a pas forcément euh, j'ai pas envie de dire que c'est pas la bonne personne, mais peut-être que cette personne est mal entourée et que donc du coup, bah c'est involontairement c'est pas la bonne personne à qui parler, quoi. Enfin voilà, vaut mieux vraiment être sûr que vous allez parler à quelqu'un, qu'il n'y a pas d'autre personne derrière. Et c'est souvent le cas, c'est pour ça qu'on va voir une psy, parce qu'il n'y a personne derrière. C'est que la psy. Il n'y a pas les gens derrière qui vont savoir le pourquoi du comment ça va pas et que vous allez avoir un tsunami de critiques, voire de moqueries, euh, voilà, de jugements. Donc, entourez-vous des bonnes personnes, allez voir des psys, sachez aussi, renseignez-vous sur Internet, tout ça, il y a beaucoup de trucs, des conseils pour savoir comment continuer à faire des activités, à sortir, à aller de l'avant, des trucs, des conseils qui sont peut-être anodins à vos yeux, mais quand vous les mettez en place petit à petit, vous allez voir que vous allez sortir la tête de l'eau. C'est pas toujours facile, souvent il y a des choix à faire qui sont très difficiles. Souvent ça peut être aussi dû à une personne qui est toxique autour de vous. Si vous êtes en déprime, il faut le savoir aussi. Donc des fois il faut se couper de cette personne qui vous fait sombrer. Ça peut être pas forcément que votre situation financière, ou ça peut être une maladie, ça peut être des gens voilà, ça peut être du harcèlement, ça peut être tellement de choses en fait, ça peut être aussi une agression, ça peut être beaucoup de choses qui vous fait sombrer. Donc à partir du moment où vous en avez conscience, renseignez-vous, allez voir des psys, faites-vous violence vous-même. Personne ne doit vous secouer, c'est à vous de vous secouer.
Surtout, ouais, essayez de vous mettre des œillères. N'écoutez pas, ne voyez pas les autres, pensez à vous. Il n'y a plus que vous qui compte. Là, c'est faites ce que vous sentez qui est bon pour vous. Prenez le temps qu'il faut pour. Surtout un conseil, tout ce qui est alcool, tout ça à éviter. Parce que ça vous donne l'impression que bah, tout va bien, parce que vous êtes un peu euphorique. Ça peut être ça, ça peut être d'autres trucs, hein. Il n'y a pas que l'alcool. Mais du coup, vous allez en devenir dépendant parce que à chaque fois que vous allez en boire, vous allez avoir ce côté un peu je me sens bien et tout ça, mais derrière, vous allez avoir une chute terrible et donc ça peut vous rendre dépendant. Donc c'est très dangereux. Ça et la nourriture aussi. Il y en a, soit ils vont arrêter de manger, soit il y en a, ils vont au contraire trop manger. Ça aussi, ça peut être une addiction et ça peut être très dangereux aussi. Vous pouvez développer des pathologies par la suite un peu plus graves. Voilà, c'est pour ça qu'il faut automatiquement avoir une activité. Donc ça peut être de la marche, au minimum de la marche. Après, vous pouvez vous lancer dans des salles de sport, ça peut être aller à la piscine, enfin des choses qui vous font plaisir, quoi, en fait. Et puis, moi, par exemple, j'aime bien regarder les films d'horreur, les films de science-fiction, tout ça. Enfin, tout ça, je peux pas parce que forcément, c'est pas que du positif dedans, bien au contraire. Donc, du coup, je me mets à regarder des séries qui sont à l'opposé de ce que je regarde habituellement. Des séries japonaises, par exemple, parce que dedans, c'est rigolo. Enfin, ils sont très doués pour avoir une ambiance sérieuse et après tout de suite passer à de l'humour et tout. Et par exemple, il y avait une série que j'ai bien aimée, c'était Daily Dose, je crois, sur Netflix. Une jeune infirmière qui travaillait en milieu psychiatrique. Ça m'a bien fait rire. Il y avait beaucoup de moralité dedans, c'était très, très, très agréable à regarder et très drôle. Et les séries japonaises, du coup, ben ouais, du coup, je me mets à regarder ça si je sais pas quoi regarder, quoi. Je vais chercher totalement d'autres trucs. Si je ne suis pas capable de faire un truc que je fais habituellement, faut que je trouve un substitut, quelque chose qui le remplace, mais qui est tout aussi agréable. Mais il faut que ça reste quelque chose de positif. Il faut surtout pas nourrir le négatif. Voilà. Après, poser sur papier tout ce qui va pas. Et ne pas hésiter, tenir peut-être un journal de bord et de mettre ce que vous aimeriez faire ou de vous dire tel jour je vais faire ça ou à telle heure je vais faire ci. Des petites tâches comme ça que vous vous dites je vais essayer de m'y tenir. Bon, au début ça va être peut-être compliqué ou au contraire ça va être un déclic. Et vous allez peut-être découvrir du coup un talent caché que vous n'aviez pas pu songer comme faire du crochet par exemple, je dis ça, mais ça peut être de la couture, ça peut être de la peinture, ça peut être de la photographie, ça peut être n'importe quoi. Des choses que vous ne faisiez pas avant, mais que vous allez essayer de vous y mettre. Comme ça va vous sortir la tête de votre mal-être et au moins ça va vous, ouais, ça va vous faire découvrir des choses que vous n'aviez peut-être pas conscience que vous aviez comme qualité et donc peut-être du coup par la suite vous épanouir dedans et puis sortir l'air de rien sans vous rendre compte de votre mal-être et débloquer la situation. Parce que la situation va se débloquer. Vous n'allez pas rester comme ça. C'est sûr et certain. Ça va se débloquer, ça va aller mieux. Quand, après, ça dépend la situation des gens. Hein, comme moi, dans mon cas, je n'en sais rien. Dans plusieurs mois, sans doute. Mais en attendant, voilà, il faut vraiment aller de l'avant. Il faut vraiment se faire plaisir. Trouver des choses qui nous font du bien. Surtout, c'est important. Et oui, n'oubliez pas, il faut se forcer. Voilà, c'est sûr et certain que si on n'y met pas un peu du sien, ça va pas aller. C'est pas les autres qui doivent le faire à notre place, ni eux qui doivent nous motiver. Eux, ils sont là pour nous écouter, des bonnes oreilles, des bonnes épaules. Mais le reste, c'est à nous de le faire. Main dans la main avec eux s'il le faut, mais c'est à nous de le faire. Voilà, c'est une vidéo que je tenais à faire, voilà, bah, ça fait partie un peu aussi de mon bien-être, là, de faire une vidéo comme ça me permet de pouvoir parler, d'expliquer le pourquoi du comment ça m'est arrivé,
peut-être me rendre compte aussi, d'ouvrir les yeux sur certaines choses, de ressentir des émotions et de mettre un doigt dessus et en même temps aussi de peut-être faire comprendre aux gens qui sont avec des personnes qui sont en déprime ou en dépression, voilà ce qui se passe, donc et surtout ce qu'il ne faut pas faire, hein, surtout si vous voyez des personnes qui ne sont pas bien, pas lève-toi, ceci, allez viens, on va aller là, non, 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 c'est pas ça qu'il faut faire, hein, faut de la douceur, faut une attitude comment on dit, de bienveillance. Voilà, c'est ça. Faut pas secouer la personne, au contraire, elle va se renfermer encore plus. Faut être bienveillant, être une bonne épaule. Si elle a envie de pleurer dans vos bras, la personne, laissez-la pleurer, rassurez-la, mais voilà quoi. Si elle dit qu'elle a envie de sortir mais qu'elle peut pas et tout ça, vous avez le droit de dire si tu veux, moi j'ai ma voiture, dis-moi où tu veux qu'on aille. Dis pas, moi je vais t'emmener là, non, non. Sauf si elle est d'accord, si elle est ok, là oui, ok. Ou alors vous lui proposez, voilà. Mais voilà, ça ou si vous êtes une personne seule comme moi, voilà quoi, c'est à vous de trouver des choses à faire. C'est à vous déjà de ne pas baisser les bras, de ne pas vous, ne restez pas comme ça, casanier, enfermé chez vous dans le noir, à broyer du noir, à penser au noir. Non, non, surtout pas. Essayez chaque chose à la fois, mais essayez de faire des choses qui vous font du bien. Voilà. Bon, je pense que j'ai déjà bien décrit pas mal de choses dans la vidéo, en donnant mon point de vue sans mon vécu. Déjà, vous avez un aperçu, peut-être que je suis peut-être mal placée pour parler, mais pour moi, je suis bien placée pour parler, quoi. J'ai déjà vécu des dépressions et voilà. Là, c'est une grosse déprime que j'ai et je me bats pour éviter que ça devienne une dépression, quoi. Parce qu'à partir du moment où plus personne n'a de mes nouvelles, c'est pas bon signe. Et là, je me dis, tant que je fais la vidéo, c'est bon signe. Ça prouve que je fais en sorte que la déprime ne s'installe pas pour devenir une grosse dépression. Voilà, voilà. Et au moins, ça rassure les gens autour de moi de me voir encore. Parce que je sais qu'ils sont habitués à me voir beaucoup sur des vidéos et tout ça, et dans mes réseaux sociaux à moi. Et donc, forcément, s'ils ne me voient plus, je sais très bien qu'ils vont se poser des questions et que ça va les inquiéter. Donc, quelque part, en même temps, je les rassure un peu. Voilà, voilà. Bon, je vais arrêter là cette vidéo et puis j'espère que la prochaine vidéo, ce sera une vidéo de moi en train de faire du sport, j'espère, ou peut-être en extérieur. Ça, j'aime bien aussi, me filmer à l'extérieur, les paysages, le soleil, avec une petite musique de fond. C'est sympa, j'aime bien. Voilà, allez, sur ce, je vous laisse. En tout cas, merci si vous êtes encore là. Chapeau. Parce que c'est pas forcément une vidéo agréable et pleine de punch et de good vibes. Mais voilà, en tout cas, merci. Et puis, je vous dis à la prochaine vidéo. Tchuss, tchuss.